Après presque 2 ans de restrictions sanitaires, nous partons enfin faire un petit cloporte-tour vers une destination réputée, la côte amalfitaine. La côte amalfitaine s'étend sur 50 km de littoral au sud de la péninsule sorrentine, dans la région de Campanie en Italie. C'est une destination de vacances prisée pour ses falaises abruptes et ses rives escarpées, parsemées de petites plages et des villages de pêcheurs aux couleurs pastel. La route côtière qui relie la ville portuaire de Salerne à la commune de Sorrent permet d'admirer de grandes villas, des vignobles en terrasse et des citronniers à flanc de falaise. Nous partons à la découverte de cet endroit réputé le samedi 2 octobre 2021 et bien évidemment en train. Nous partons en TER jusqu'à Chambéry, puis en TGV jusqu'à Turin. De là, nous prendrons la Flèche Rouge italienne directe pour Naples. Nous visitons Naples le dimanche matin et nous rejoignons la petite ville de Sorrent avec le chemin de fer du Circum Vesuvio. Toujours sous un soleil éclatant, nous quittons Sorrent lundi après-midi pour Capri, cette île et cette petite ville si réputée. Mardi, c'est les orages. Nous quittons Capri sous une éclaircie pour rejoindre Positano, la très belle petite bourgade à flanc de montagne aux couleurs pastel. On se rappellera longtemps de ce voyage en bateau et de l'accostage à Positano. Mercredi, c'est en bus sur une route très escarpée à flanc de montagne que nous rejoignons Amalfi, la principale cité de la côte du même nom. Jeudi, c'est toujours en bus que nous choisissons de rejoindre Salerne. C'est une grande ville. Nous prendrons ensuite un train de nuit des chemins de fer italiens, en voiture-lit, à destination de Turin. Puis nous rentrons en France avec un TGV pour Chambéry et un TER pour Lyon. Ainsi s'achèvera ce cloporte-tour. Samedi 2 octobre. Nous sommes à la gare de Lyon-Pardieu, il est à peine 8 heures. Voie I, attention au passage d'un train. Éloignez-vous de la bordure du quai, s'il vous plaît. Nous prenons un TER pour Chambéry. C'est une rame corail réversible. La rame arrive de Chambéry. Il n'y a pas trop de monde ce matin. Nous partons sous un beau soleil. Le départ est prévu à 8h08. Nous arrivons à Chambéry juste à l'heure. La correspondance est rapide. Notre TGV en provenance de Paris arrive déjà en gare. Il est grand temps de prendre une petite collation bien française. Cela nous permet de se passer du masque pendant quelque temps. Nous voilà à Turin Porto Susa. Cette nouvelle gare est maintenant bien terminée. Nous avons 50 minutes de correspondance. Nous en profitons pour flâner un peu à la recherche d'un café. Puis nous descendons sur le quai pour voir passer les nombreuses rames qui desservent cette gare souterraine. Notre Frescarossa arrive en gare. La rame vient de la gare principale de Turin. Nous allons rester toute l'après-midi dans cette rame qui va filer à 300 km/h vers Milan, Bologne, Florence, Rome et Naples, notre destination du jour. Nous filons à 300 km/h en destination de Milan centrale. Il faut 50 minutes pour relier les deux villes, alors qu'auparavant il fallait 1h40. Après Milan,
Sur la ligne nouvelle Milan-Bologne, nous nous arrêtons dans la gare nouvelle de Reggio Emilia. Trois heures après notre départ de Turin, nous sommes à proximité de Florence. Nous allons desservir la gare principale de Florence. Dix minutes après, nous repartons dans le sens inverse pour prendre la Direttissima, la plus vieille LGV italienne à destination de Rome. Une heure 30 plus tard, nous voici en gare de Rome Tiburtina. La distance entre Rome Tiburtina et Rome Termini est courte. Il faut à peine 10 minutes. Nous arrivons maintenant dans cette grande gare principale de la capitale. Nous croisons une flèche d'argent. 10 cm du temps sur les moyennement. La gare de Rome Termini est une gare terminus. Elle est vraiment située au centre-ville de Rome. Un Nightjet, les trains de nuit gérés par la compagnie des chemins de fer autrichiens, attend son départ pour Munich et Vienne. Après 15 minutes d'arrêt et 15 minutes de retard, nous quittons Rome en direction du sud et de Naples. Nous nous arrêtons dans la nouvelle gare de Napoli à Fragola à 19h15. Il fait nuit. Peu de temps après, nous arrivons à Napoli centrale. Naples est notre destination du jour. Cela fait à peine 12 heures que nous sommes partis de Lyon-Pardieu. Dimanche 3 octobre. C'est sous ce merveilleux soleil et ce ciel bleu que nous allons pouvoir visiter la ville de Naples. Naples est une ville d'Italie, chef-lieu de la région de Campanie. Elle est la 3e ville d'Italie par sa population et la 18e de l'Union européenne. C'est aussi la plus grande cité méditerranéenne en Europe après Barcelone. L'histoire de Naples s'étend sur plus de 28 siècles, sous le nom de Parthénope. Elle fut fondée durant l'Antiquité par la ville voisine de Cume. Elle s'étend ensuite rapidement jusqu'à devenir l'un des principaux centres commerciaux, culturels, philosophiques et politiques de la Grande Grèce, puis de l'Empire romain. Après avoir été brièvement dépendante de l'Empire byzantin, elle devient autonome au sein du duché de Naples. Dès le XIIIe siècle, et pour ensuite plus de 600 ans, elle devient successivement la capitale du royaume de Naples, puis du royaume des deux Siciles. Elle reste alors un des principaux centres de développement économique et technologique de l'Europe jusqu'à son annexion au royaume d'Italie en 1860, date à laquelle elle entame un relatif déclin socio-économique. La ville est aussi célèbre pour son patrimoine et ses monuments. Le centre historique de Naples, avec ses fontaines, ses vestiges antiques, ses palais et plus de 1000 églises, est le plus grand centre-ville inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO.
allons faire une belle découverte de cette ville. Nous tombons sous son charme malgré nos a priori. Malgré les nombreux touristes, il est très plaisant de se promener dans ces innombrables petites rues pavées. Nous retournons vers le quartier de notre hôtel, non loin de la gare principale, en empruntant une grande avenue. Après avoir mangé une très bonne pizza napolitaine, bien évidemment, nous voici dans la gare souterraine de Napoli Centrale pour prendre le train du Circum Vesuvio à destination de Salerne, notre prochaine destination. C'est un réseau de trains à voie d'1 mètre. Il faut plus d'1 heure pour rejoindre la petite ville de Salerne avec ce train. Nous passons au pied du fameux Vésuve et nous allons desservir la gare de Pompéi. Mais il fait trop chaud et nous ne sommes pas motivés pour visiter cette cité antique. Le service ferroviaire proposé par cette compagnie s'apparente à des trains de banlieue. Il y a environ un train toutes les 20 minutes en heure de pointe. Il y a du monde. Les gares se suivent. Il fait beau et chaud depuis ce matin. Nous passons au pied du Vésuve. La dernière demi-heure de trajet est magnifique. Nous surplombons la côte et la mer Méditerranéenne, avec la vue sur le Vésuve et sur la baie de Naples. Nous arrivons à Sorrente dans le milieu de l'après-midi. À peine arrivés en gare, une rame démarre pour Naples. Elle est taguée, comme beaucoup de rames des trains de banlieue. La gare de Sorrente est une gare terminus. Elle a le cachet des gares méditerranéennes où il fait bon vivre avec une certaine fraîcheur. Sorrente est une petite ville côtière de 16 000 habitants, située au sud-ouest de l'Italie, face à la baie de Naples sur la péninsule de Sorrente. Perchée sur les falaises qui séparent la ville de ses marinas très fréquentés, elle est réputée pour sa vue panoramique sur la baie et la Piazza Tasso, une place bordée de cafés. Le centre historique est un dédale d'allées étroites abritant l'église de Saint-François, bâtie au XIVe siècle et dotée d'un cloître tranquille.
Flâner en soirée à Sorrent est très agréable. C'est la définition même de la Dolce Vita. À la nuit tombée, il faut être sur la Piazza Tasso pour boire un spritz et regarder passer les badauds. Lundi 4 octobre, il fait toujours un temps magnifique. Nous ne nous lassons pas de la vue depuis le balcon de notre chambre d'hôtel. La vue depuis la salle du petit déjeuner est tout simplement magnifique. L'hôtel dispose d'une très belle piscine et d'un petit parc arboré bien fleuri. Nous profitons de cette belle matinée pour faire une promenade sur la petite route qui surplombe la côte en direction de Marina Grande. Nous voilà maintenant sur l'une des rues principales de la ville, qui va jusqu'à la Piazza Tasso. La Piazza Tasso est située au centre névralgique de Sorrent. Le passage par cette place et cette terrasse est obligatoire. Un peu plus tard, c'est avec un ascenseur que nous descendons sur la marina. Sur la marina, il y a aussi le port de Sorrent. Des bateaux de voyageurs assurent des départs dans de nombreuses destinations, dont Naples et Capri. En début d'après-midi, vers 14 h, nous partons en bateau à destination de Capri et de son île. Il faut à peine 30 minutes pour rejoindre cet endroit réputé. Capri est donc une île italienne de la baie de Naples. Elle est réputée pour son paysage accidenté, ses hôtels haut de gamme et ses magasins proposant notamment vêtements de créateurs, limoncello et sandales en cuir fabriquées à la main. L'un de ses sites naturels les plus célèbres est la Grotte Bleue,
une caverne sombre où la mer prend une teinte bleue électrique éclatante grâce à la lumière du soleil qui passe par une grotte sous-marine. En été, le littoral spectaculaire parsemé de criques de Capri attire de nombreux bateaux de luxe et de nombreux touristes fortunés. Depuis le port de Capri, il y a un funiculaire qui permet aux voyageurs non motorisés d'accéder facilement à la ville de Capri, qui est située dans les hauteurs. Nous empruntons ce moyen de transport. L'histoire du funiculaire de Capri est assez ancienne. La première course a été faite en 1905, bien que l'inauguration officielle ait été faite 2 ans plus tard. Le véhicule a été conçu et construit par l'ingénieur Giaconino Luigi Melucci et les promenades en funiculaire ont été accueillies avec un intérêt par la population locale et les touristes. En fait, le funiculaire de Capri peut être considéré comme un grand pas en avant pour la communauté locale, mais aussi pour le développement de l'activité commerciale et touristique de l'île. Longue de 6 km sur presque 3 km de large au maximum, avec 17 km de côte, Capri a une superficie d'environ 10 km². Nous sommes hébergés dans l'hôtel La Tosca, qui donne de l'autre côté de l'île. Nous profitons d'une belle soirée ensoleillée mais venteuse pour contempler les merveilleux paysages qui s'offrent à nous. En début de soirée, nous remontons au centre-ville pour profiter de la vue sur la mer au crépuscule et pour prendre l'apéritif sur la place principale. Mardi 5 octobre. Le beau temps c'est fini. Le soleil et le ciel bleu sont partis avec la nuit, laissant la place à un bel orage qui n'en finit pas de tourner sur la côte amalfitaine. Nous restons à l'abri du vent et de la pluie, dans un bar-restaurant disposant d'une très belle terrasse, avec vue sur le port et sur le passage régulier des funiculaires. Nous passons devant la gare des bus de Capri. Il y a des minibus qui partent dans toutes les directions. Vers midi, il est temps de redescendre vers le port. Avant l'installation du funiculaire, la liaison entre Capri et Marina Grande était difficile. Il fallait procéder à pied ou sur le dos d'un mulet. Avec l'arrivée du funiculaire, tout est devenu bien plus facile. Lors de la création de celui-ci, il y avait des techniques et des outils. Avec le temps, la technologie a progressé. Il était donc juste de moderniser les voitures et les infrastructures pour assurer le confort et la sécurité des passagers. La forme de la cabine a changé avec le temps, elle s'est agrandie, elle a acquis une forme aérodynamique. Mais le funiculaire n'a jamais perdu sa couleur rouge, un trait qui rend sa présence toujours facile à distinguer entre les arbres et la verdure.
Le funiculaire de Capri a des horaires très simples. Une course toutes les 15 minutes. Plus fréquemment s'il y a beaucoup de monde. Le funiculaire commence tôt le matin jusqu'à 22h le soir. Le temps de trajet est d'environ 5 minutes et le prix du billet est de 2 €. No, mi dispiace. Ah sì, che così uno già sa che non Io infatti ho detto, no, guarda, io non so manco se ci arrivo, voglio oggi mi ha detto che gli orari, ma io che ne faccio? Vabbè. Sei giovane, è stato tanto fine esci, vabbè, la mamma uscita, ma c'è 30 anni. non è figlio di una testa un po', non ha pensieri, voglio dire, fa solo più Se non fai io, adesso non ha da cucinare, non ha da... ragazzi, forse il coraggio sono con... Il ne pleut plus, l'orage est plus loin, mais le temps est détraqué. Cet après-midi, nous allons à Positano, qui se trouve de nouveau sur la côte amalfitaine. Il y a normalement 4 bateaux par jour, mais avec l'orage de ce matin, nous allons prendre le premier bateau. Les autres ont été supprimés à cause du temps. Nous faisons une pause déjeuner dans ce restaurant sur sa belle terrasse avec vue sur le port. Nous partons pour Positano à 15h15. Il y a du monde sur le bateau, l'ambiance est joviale. Nous allons mettre un peu plus d'une demi-heure pour rejoindre cette magnifique petite ville de la côte amalfitaine. Nous quittons Capri sous les nuages, l'orage a envie de revenir. Mais quoi qu'il en soit, Capri c'est fini pour nous. En mer, il y a des vagues et beaucoup d'embruns. Nous pouvons voir que la côte et ses falaises plongent directement dans la mer. Nous distinguons la route creusée dans les rochers. Nous sommes maintenant en vue de Positano. Mais il va y avoir un petit problème, le port n'est pas protégé des vagues et des embruns. L'accostage va être compliqué et très difficile. Nous avons dû attendre un petit moment avant que tout soit sécurisé et que la passerelle soit suffisamment bien fixée avant de pouvoir descendre. Après toutes ces péripéties, nous avons quand même pu rejoindre la terre ferme et le port de Positano. Positano est donc une commune de la province de Salerne, dans la Campanie, en Italie. C'est une station balnéaire connue de la côte amalfitaine. Selon une légende, c'est Neptune, le dieu de la mer, qui aurait fondé Positano par amour pour une nymphe. La ville a lancé la mode des sandales ouvertes dans les années 50, qui ont été vendues dans le monde entier et qui sont encore connues sous l'appellation de sandales de Positano.
Mercredi 6 octobre. Ce matin, le temps est clair. Peut-être que les orages vont nous épargner aujourd'hui. La vue depuis notre hôtel est magnifique, avec la Méditerranée et une partie de la cité de Positano. Un bateau en provenance de Amalfi se prépare à accoster au port. Nous allons traverser la ville à pied pour rejoindre l'arrêt des bus de l'autre côté. Cette promenade matinale nous permet d'observer cette magnifique cité avec ses belles maisons colorées et les jolies fleurs qui la parsèment. C'est donc en bus que nous allons rejoindre Amalfi, notre destination du jour. Elle se situe à 19 km vers l'est. Nous attendons le bus, il est en retard. Il arrivera bien plein et tous les voyageurs ne pourront pas monter. Nous arrivons à Amalfi vers 12 h, après un trajet assez éprouvant dans ce bus surchargé. Amalfi est une ville située dans un cadre naturel spectaculaire, au pied de falaises escarpées sur la côte sud-ouest de l'Italie. Du 9e au 11e siècle, elle fut le siège d'une puissante république maritime. Au cœur de la ville, la cathédrale arabo-romaine de Saint-André, dotée d'une façade byzantine rayée, est un vestige de cette époque. Le temps est maussade, il est à l'orage. Nous devons attendre la soirée pour profiter de cette cité et de son animation. Ouais, Nous subissons un orage intense, mais de courte durée, fort heureusement. Jeudi 7 octobre, le temps s'est arrangé. Nous profitons de la matinée encore disponible dans cette cité pour flâner sur la place principale et dans les ruelles étroites. Amalfi fut l'un des principaux ports d'Europe du 9e au 12e siècle. Les premières mentions écrites d'Amalfi remontent au 6e siècle, mais elle fut créée bien avant, soit par les Romains, soit par des réfugiés de Melfi à une époque indéterminée. La ville devint rapidement la puissance maritime faisant le commerce des céréales, du sel et des esclaves, exportant du bois de construction vers l'Égypte et la Syrie et important en Occident les soieries de l'Empire byzantin. Les marins d'Amalfi, les premiers d'Occident à utiliser la boussole, firent la fortune de la ville. Au IXe siècle, les marchands amalfitains utilisaient déjà une monnaie en or, alors que la plus grande partie de l'Italie en était encore à une économie de troc.
Dans l'après-midi, nous choisissons le bus pour rejoindre Salerne. Nous allons mettre un peu plus de 2 heures pour parcourir les 26 km qui séparent ces deux villes. Avec Salerne, nous quittons la côte amalfitaine. Nous voilà en gare de Salerne vers 16 heures. Nous laissons les sacs à la consigne. L'activité ferroviaire est importante dans cette ville. Nous sommes de retour en gare vers 19 heures. Nous attendons la mise à quai de notre intercité notée, notre train de nuit pour Turin. Nous allons voyager de nuit pour entrer sur Lyon. Ce train va mettre presque 14 heures pour parcourir les 900 km qui nous séparent de la ville de Turin. Nous allons passer par Naples, Rome, Florence, Bologne, Milan pour Turin. Ensuite, de Turin, nous rentrerons avec un TGV pour Chambéry et un TER pour Lyon-Part-Dieu. Nous allons voyager dans une voiture-lit avec 2 lits par compartiment. C'est très luxueux et très confortable pour passer une nuit complète dans le train. Nous voilà maintenant en gare de Naples. Nous devons changer de côté. Annuncio ritardo. Il treno Intercity 35286 di Trento. La locomotive attend pour s'accrocher. C'est celle qui va nous emmener jusqu'à Turin. Et voilà, un voyage de nuit sans encombre et en toute sécurité. La nuit a été bonne. Nous arrivons à Turin bien à l'heure, ce qui n'était pas gagné au milieu de la nuit. Nous laissons notre train à Turin-Porta Susa. Il va continuer jusqu'à la gare principale de Turin, la gare de Porte-Neuve. En attendant notre TGV pour Chambéry, nous regardons passer les trains. Depuis peu, les chemins de fer italiens ont mis en service une relation directe par Fiescarossa entre Turin et Reggio di Calabre. Notre TGV, en provenance de Milan-Garibaldi et à destination de Paris-Gare de Lyon, entre en gare. Nous allons l'emprunter que jusqu'à Chambéry et ensuite un TER pour Lyon. C'est ainsi que se termine ce cloportour vers la côte amalfitaine. Nous avons découvert de magnifiques paysages méditerranéens et une réelle douceur de vivre. La Dolce Vita est encore d'actualité et c'est tant mieux. Cela nous incite à repartir rapidement pour de prochains voyages à la découverte du monde et bien sûr avec un maximum de trains.